chers internautes, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue dans votre toute nouvelle émission Bouquino pour inciter au livre et à la lecture. Alors, le concept de l'émission est d'aller voir des personnalités, des personnes connues, des célébrités dans n'importe quel domaine pour qu'ils nous parlent de leur dernière lecture. Mais pour ce premier numéro, nous sommes venus voir un jeune. Il est jeune, il est vraiment jeune, il a 23 ans et vient de rallonger la liste des écrivains du Sénégal. Rien de plus encourageant pour inciter aux jeunes qui ne lisent plus et n'écrivent point. Alors, Abdou Khadre Mbacké, bonjour. Maïmouna, bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes étudiant. Oui, et effectivement. que vous venez de publier votre premier recueil poétique. Parlez-nous de vos débuts dans l'écriture. Voilà. Je vous remercie pour votre interview et je salue le travail que vous faites et vous avec votre équipe. Je dirais pour énoncer la partie concernant mon début en matière littéraire. La littérature a tout juste été une sorte de tremplin depuis la classe de 6e. Donc 6e, 5e, 4e au collège et je me suis un tout petit peu arrêté en classe de seconde, première et en classe terminale. J'ai commencé à revoir mes notes littéraires, etc. Alors avec les concours de dictée en classe de 6e, 5e, j'avais envie quand même de remporter et de continuer cette culture littéraire que j'avais et de remporter tous les prix de dictée, raison pour laquelle je me suis mis dans cette route, en quelque sorte, dans cette route littéraire. Donc, je peux dire que le processus littéraire a été déclenché, mon envie pour écrire a été déclenchée en classe de 6e. Donc, et c'est d'une manière continuelle. Arrivé en classe de seconde, j'ai un tout petit peu arrêté et j'ai repris en classe terminale pour maintenant commencer les œuvres littéraires proprement dites. D'accord. Voilà. Abdou Khadre Mbacké, présentez-vous aux internautes. Voilà, mon nom c'est Serigne Abdou Khadre Mbacké. Actuellement je suis étudiant. Je viens tout juste d'avoir ma licence en 2014 juin. D'accord. Et je suis étudiant en master actuellement en ingénierie réseau et système décisionnel. Et cumulé aussi avec une formation en multimédia et développement web. Et je pense aussi, je suis à l'ISM en tant qu'assistant. Et je continue aussi de publier des articles sur le web, sur les web magazines. Et aussi, je viens tout juste, comme vous l'avez annoncé, de sortir mon premier livre, un recueil poétique du nom de Méditation quotidienne. D'accord. Voilà. Donc, votre formation n'a visiblement rien à voir avec votre passion pour la lecture et l'écriture. Comment ça se passe? Comment vous parvenez à gérer ces pulsions-là? Comme l'a dit, ça n'a rien à voir, mais je pense que la littérature n'appartient à personne. Donc, un informaticien peut écrire, un biologiste peut écrire, un journaliste du moins. Donc, je pense que la littérature n'a pas été faite pour un groupe ou bien un groupuscule. Mais je tente tout juste de dire que j'ai tenté de déconnecter carrément la littérature de l'informatique. Parce que je ne veux pas dans les affaires, je ne veux pas que dans les affaires de l'un, j'y traite les objets de l'autre. Mais la littérature peut être un outil, par exemple aujourd'hui, pour sensibiliser les jeunes en ce qui concerne la sécurité informatique, comment utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication, comment faire de telle sorte qu'on puisse conscientiser la jeunesse à utiliser mieux les outils web, etc. Donc, c'est deux champs complètement différents, mais qui peuvent s'allier au fur et à mesure que l'individu avance. Et le tout constitue l'humain qui est tout juste l'écrivain. D'accord. Vous-même qui parlez de jeunesse et très jeune, ce qui d'ailleurs va m'obliger de vous tutoyer parce que là, je commence à m'ennuyer. Donc, Abdou Khadre, reviens un peu sur méditation quotidienne. C'est vrai que tu disais tout à l'heure que tu étais informaticien, alors que tu es passionné de littérature. Méditation quotidienne, c'est des choses que tu as vécues au jour le jour. Reviens un peu dans le vif de ton livre. Voilà, merci pour votre question. Alors, méditation quotidienne, ce ne sont pas des choses que j'ai vécues, parce que tout le monde me pose cette question au préalable. Ce n'est pas une autobiographie, entre guillemets, c'est tout juste le titre qui évoque le contenu du livre. Alors, méditation quotidienne, c'est tout juste un recueil poétique, comme tu l'as ainsi dit, qui s'articule sur 5 chapitres. Donc, divisé en 5 chapitres et qui s'étend sur 152 pages. Alors, le propos est de dire tout simplement qu'on pouvait méditer à partir d'un objet, c'est-à-dire prendre un objet quelconque, méditer sur l'objet, mais on peut aussi prendre comme point de départ la réalité de tous les jours, donc le vécu quotidien, des événements qui se déroulent sous nos yeux, et à partir de ces événements-là, à partir d'une expérience existentielle,
tenter d'en tirer un enseignement, un surcroît, quelque chose qui va au-delà du vécu de tous les jours. D'accord. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'ouvrage je l'ai décomposé en plusieurs pièces, 5 au total. La première pièce parle des faits sociaux, l'amalgame contemporain, le vécu quotidien, une société qui ne va pas et qui a d'énormes problèmes, des gens qui n'aident plus personne. Et aujourd'hui aussi, on assiste à la crainte du lendemain, donc l'individu en tant que matérialiste. Et la seconde pièce, on peut dire que c'est une revalorisation de nos terres, la terre africaine, la terre sénégalaise en particulier. L'idée est de dire aussi que tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les récits de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. Donc il faut que nous comprenions que les Occidentaux ne sont là que pour piller nos ressources, nous spolier nos biens, et que le développement de l'Afrique ne passera que par les Africains eux-mêmes. La troisième pièce, c'est une pièce peut-être un journal littéraire, intime, spirituel, qui a un ton décalé et qui a tout son sens particulier. Je rends hommage à certaines personnes, ma grand-mère, un ami, Serigne Salou Diop. La quatrième pièce, c'est tout juste, s'intitule Principes et idéaux, les principes auxquels l'humanité doit utiliser pour tout simplement assurer son vécu quotidien. La spiritualité qui constitue le cinquième chapitre. Là, je tente tout juste de faire la différence entre la spiritualité religieuse occidentale et africaine. Et j'ai mis l'accent tout simplement sur la spiritualité religieuse parce que des fois, on a tendance à dire que la religion n'est peut-être entre guillemets le plume du peuple. Ce n'est pas tout à fait vrai et que la religion peut être utilisée à bon escient. Donc voilà les thèmes en quelque sorte qui cernent l'ouvrage. D'accord. Et dans ces chapitres-là, j'ai pu survoler Touba, une ville entière. Oui. Déjà, ton nom est une symphonie. C'est quoi tes relations avec cette ville-là? Je rappelle qu'il est natif de Diourbel, c'est ça? Natif de Diourbel. Donc mes relations sont tout juste comme une relation, je veux dire, de fidèle, une relation, un individu tout simple. Qui appartient à la communauté mouride, qui appartient à la famille de Serigne Abdou Khadre Mbacké. Donc j'ai été élevé tout simplement à travers cette culture mouride, cette culture commune mouride, qui s'articule autour du ndigal, qui s'articule autour des recommandations et qui a tout son sens d'être vécu. Alors voilà, donc là, dans ce texte, je rends tout simplement hommage à la ville de Touba. Et si vous continuez tout juste avec le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. D'accord. Donc tu reviens dans le livre sur des thèmes qui sont d'actualité, mais aussi sur des thèmes que tu n'as pas trouvé sur place en fait. Des thèmes comme Casamance, Tambacounda. Tu es vraiment jeune. Comment tu as fait pour remonter le temps, pour pouvoir en parler dans le livre? Il y a des gens aussi qui m'ont déjà posé cette question au préalable, mais j'avoue que je n'ai jamais mis les pieds dans la région casamançaise. Je ne me suis jamais rendu à Tambacounda, mais à travers des amis, à travers aussi des recherches pointues, je me suis dit que ce sont des régions, des zones qui sont un peu oubliées. Le problème de la Casamance est là. Tambacounda, c'est un peu peut-être comme la région de Diourbel, complètement délaissée par les autorités. Et à travers ces recherches, à travers des conseils avec les amis, etc., je me suis dit qu'il fallait un peu construire un récit de vie, un récit quotidien, et peut-être tenter d'apporter ma touche personnelle ou bien ma pierre à l'édifice, pour un peu revaloriser ces terres-là, la terre casamançaise, la terre de Tambacounda, et un peu s'ouvrir vers le Sénégal, vers l'Afrique en particulier. Espérons. Tu es jeune et tu as tout le temps du monde. Merci. Alors, méditation quotidienne, ça t'a pris combien de temps pour réaliser ce chef-d'œuvre? Ça n'a pas été difficile, ça a été difficile, mais le tout pour tout, je peux dire que je commençais déjà à prendre des notes au début, mais ce n'était pas parti pour être un livre, ni pour être un recueil, etc. C'était tout juste des notes personnelles que je faisais. Mais à un moment donné, j'ai senti que le dossier se surchargeait et qu'il me fallait peut-être passer au concret. Et quand j'ai commencé à rédiger encore, je l'ai composé durant tout le mois de Ramadan, donc complètement, je pense, le tout pour le tout, en un seul mois. En un seul mois, je me suis mis à rédiger l'ouvrage. Tu es enfermé, tu n'as pas mangé, tu n'as pas vu des amis, tu n'as pas regardé la télé? Tout juste, non, ce n'est pas une question d'enfermement, c'est tout juste une manière d'écrire. C'est-à-dire, je prends 4 heures de temps, 5 heures de temps. Ou bien je me suis dit, peut-être, chaque jour, j'écris deux textes. Et si vous faites, par exemple, 2 fois 30, ça fait au total 60 textes. Et au final, je me suis dit qu'il fallait ces textes les limiter à 50 et j'ai éliminé du coup les 10. D'accord. Voilà. Et quand tu as éliminé ces 10-là et que
que tu sentais vraiment que c'était le moment vraiment d'aller vers le concret. Comment t'es venu je sais pas, comment t'es parvenu à te faire éditer? Parce que déjà, je vois que tu t'es fait éditer chez Stella Maris. C'est en Europe, c'est en France. Pourquoi tu t'es pas fait éditer chez Harmattan Sénégal, par exemple? Alors, vous connaissez, le processus d'édition est tellement complexe au Sénégal que les auteurs ont peur déjà de publier des ouvrages. Et même il y a des ouvrages qui dorment sous les pénombres. Mais je pense que ça n'a pas été du tout quelque chose qui est facile. Harmattan Sénégal, j'ai eu à déposer mon manuscrit. Quand j'ai terminé l'ouvrage, je me suis dit qu'il fallait imprimer plusieurs exemplaires, donc plusieurs manuscrits du coup. Et j'en ai déposé 12 au Sénégal et 2 à l'étranger. Donc il se trouve que la maison d'édition Harmattan Sénégal, si on tient compte de la durée d'édition et de la durée de réponse, ça fait au total 3 mois. Donc allant 2 mois à 3 mois en général. Et quand j'ai observé cette durée, donc ça a dépassé 3 mois. Donc 3 mois, donc ils n'ont pas répondu. Et quand j'ai déposé aussi le manuscrit chez Stella Maris à Brest en France, ils ont pris tout juste 1 mois et ils m'ont répondu. Donc vous commencez à voir la différence. Je me suis dit peut-être que ce n'était pas méchant de me faire éditer en France et de revenir tout bonnement avec les exemplaires au Sénégal. Et que au début, l'envie qui m'a suscité de créer cet ouvrage, c'est d'abord de me faire éditer au Sénégal, mais malgré les manques de moyens. Mais tu as tous les droits pour te faire éditer au Sénégal. Tu n'es pas allé vers des structures comme le ministère de la Culture. Parce que c'est ton plein droit de te faire éditer ici. Tu es sénégalais, tu es étudiant, tu es jeune. C'est vraiment à encourager. Pourquoi ils ne t'ont pas aidé à te faire éditer ici? Non, je ne dis pas que je ne suis pas ouvert à cette sorte d'aide. Bon, quand je compose un ouvrage, je prends l'ensemble de mes responsabilités entières pour assurer les frais d'édition. Peut-être on aurait dû une subvention à l'écriture ou bien une subvention à l'édition. Mais j'ai commencé à faire, ou bien je dirais même j'avais commencé à faire les pas pour que le ministère de la Culture et de la Communication puisse au moins m'appuyer sur les frais d'édition. Mais quand j'ai rempli l'ensemble des formulaires et que je l'ai déposé au niveau du ministère, ils m'ont donné un numéro qui sonne dans le vide. Depuis lors, personne ne décroche. Il n'y a personne derrière. C'est à déplorer. Et ils m'ont dit il faut déposer ton manuscrit ici pour que tu puisses bénéficier des frais d'édition ou bien d'une subvention. Mais depuis lors, je n'ai pas reçu de réponse. Depuis lors. Donc ça fait à peu près mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Donc ça fait 4 mois. Et je me suis dit qu'il fallait m'engager tout seul, sans l'appui de personne, pour aller vers la maison d'édition Stella Maris. Certainement, Ndeye Fatou Kane n'a pas eu ce problème-là, parce que quand on présente son papier ambigu à Harmattan Sénégal, on n'a pas ce problème de se faire éditer. Alors que moi, personnellement, quand j'ai lu la préface, automatiquement, je me suis dit que c'était une touche féminine. Et quand j'ai vu la signature, c'était sur Namam Fatima. Une amie, une camarade. Oui, c'est une amie promotionnaire de l'ISM, donc Institut supérieur de management. Je l'ai découverte il y a à peine 3 ans et elle adorait faire ce qu'on pourrait appeler des rédactions d'articles. Elle avait un blog, etc. Et quand j'ai lu ses écrits, ça m'a beaucoup plu et je me suis dit que c'était peut-être la personne idéale ici à l'ISM qui était prête à préfacer mon ouvrage. Donc je n'ai pas du tout ce complexe d'aller chercher des préfaciers qui sont pas connus. Non, mais franchement, tu n'as rien à envier à ceux qui se sont fait préfacer par des des femmes d'université, parce que j'avoue, la préface, elle est top. Voilà, elle est top. Et même un professeur que je salue au passage, M. Badji, à l'Institut supérieur de management, m'a dit effectivement que sa préface est très spirituelle. Donc voilà. Revenons un peu au problème d'édition toujours. Et finalement, quand le Sénégal n'a pas répondu, tu t'es rabattu chez une maison d'édition en France, en Europe, en ligne. Comment ça s'est passé? C'est tout juste simple. Il y a un professeur qui m'a mis en relation avec la maison d'édition sous le nom de Malexi. Et j'ai contacté le propriétaire de la maison d'édition qui s'appelle Michel Chevalier. Alors, quand je lui ai écrit par SMS en première position et après par mail, il m'a répondu il n'y a aucun problème, il faut tout juste envoyer le fichier, le tapuscrit en ligne et après on va se concerter sous forme de comité de lecteurs. Donc il y a 15 personnes, voire 20 et après ils m'ont donné une réponse en me disant que
L'ouvrage était tellement excellent qu'il fallait l'éditer. Mais tout juste, il y a quelques corrections à faire et je suis tombé d'accord sur ça. Et on a enclenché le processus d'édition. D'accord. Et finalement, tu as reçu tes paquets. Et parle un peu de ta cérémonie de dédicace qui s'est fait le 20 décembre dernier. Comment ça s'est passé pour un baptême de feu? Ça s'est très bien passé. C'était tout juste le 19 décembre. Pour rappeler la date, c'est 19 décembre 2014. Et ça s'est passé à l'Institut supérieur de management et en particulier à l'Institut d'informatique appliquée. Donc il y avait des invités. Je te coupe pas, mais bon. Quel est l'apport que le groupe ISM t'a apporté? Le groupe m'a beaucoup soutenu. D'abord sur le plan organisationnel, sur le plan peut-être un peu de la presse, sur le plan aussi de déploiement des outils, la sonorisation, la mise en place. Les étudiants m'ont aidé et le président Amadou Diaw et le directeur M. Mbaye Amar, ils m'ont convié et ils ont eu à parler avec moi, à discuter, à me donner des conseils. Ils m'ont reçu, ils m'ont félicité, ils m'ont encouragé vraiment. Donc il y a un soutien énorme qui se cache derrière cette séance de dédicace. D'accord. Voilà. Je rappelle que le groupe ISM est vraiment entrepreneur. Il y a une équipe derrière qui forge les étudiants, les forme et les forge. Parce que je rappelle qu'on était encore avec Matar Faye, MNF, qui a sa boîte à lui. Machallah, j'espère qu'il va grandir. Il est aussi d'ISM. C'est un grand entrepreneur qui est en train de se faire son chemin. Donc revenons un peu sur l'ouvrage. C'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu projettes avec le livre déjà? Oui, je dirais d'abord pour le projet concernant le livre, il y a deux choses. D'abord me faire connaître avec le livre, pas une quête de personnalité, mais d'abord que l'ouvrage, pour que les gens puissent connaître d'abord l'ouvrage, l'acheter. Et j'ai cette envie de partager les expériences et les vécus qui sont à l'intérieur. Et en seconde position, faire un référencement peut-être sur le web et aider à ces jeunes auteurs qui n'arrivent pas à publier leurs ouvrages et les aider sur le plan édition, sur le plan relecture. Et aussi donc, en seconde position... Sur le plan édition, tu ne t'es pas fait éditer au plan local? Je veux dire, en fait, quand on est un jeune auteur, on a ce problème de savoir quel est le premier pas qu'on va enclencher pour... Ça, c'est le problème des autorités. Non, c'est le problème des autorités. Je ne pense pas que c'est le problème des autorités. Parce que depuis 2000, on est indépendant en 1960. D'accord. C'est vrai qu'on est indépendant on ne dépend plus des colons, on ne dépend plus des blancs. D'ailleurs, là, j'ai l'impression que toi, tu dépends d'eux parce que tu t'es fait éditer par eux. Alors que dans les normes, tu es sénégalais, tu es citoyen, tu pouvais te faire éditer facilement chez toi. Oui. Si les autorités de la culture n'ont pas répondu, la faute à qui? Non, la faute à qui? La faute peut-être aux autorités entre guillemets. Mais le ministère de la Culture, son rôle principal, c'est de ne pas aider les auteurs. Attention, les frais d'édition, ces frais doivent être assumés par l'auteur en tant que tel. Peut-être le ministère peut appuyer ou bien donner une subvention. Mais je veux dire, sur le plan appui de ces jeunes auteurs, c'est le montrer tout juste qu'il y a telle ou telle maison d'édition. De dire par exemple que Harmattan est là, au point ou bien sur la VDN, que édition Pharmaties se base ici, etc. et de leur fournir les contacts. C'est juste sur ce plan. Ce que je déplore, c'est que les jeunes auteurs, tous ces gens-là qui sont jeunes et qui sont créatifs, sont rejetés par contre. Alors que quand il s'agit de quelque chose comme Sen Petit Gallé ou autre chose qu'on appelle culture, mais le ministre se lève aussitôt. Alors que quand les jeunes sont là en train de créer, en train d'innover pour leur pays, on ne les répond pas jusqu'à ce qu'ils soient obligés de se rabattre sur autre chose qui est en France. On est toujours colonisé, qu'on le veuille ou non. Ils répondent à nos besoins en fait, alors que nos autorités à nous s'occupent d'autres choses. Oui, c'est parce que ce plan rapporte beaucoup plus d'argent, entre guillemets, et ça rapporte peut-être, ça maximise le public, et qu'on est dans une société qui est un tout petit peu complexe, une société où on tire vers le bas, raison pour laquelle on assiste à ces épiphénomènes de perversion ou bien diffusion même de perversion, ai-je envie de dire. Mais tout compte fait, même si c'est difficile, les auteurs... comprennent cela et tentent d'avancer malgré tous les défauts et malgré toutes les embûches. Voilà. Tu es jeune auteur, tu me parlais tout à l'heure que tu allais aider les autres jeunes auteurs. Pour leur montrer la voie, comment se faire éditer. Mais faire en sorte qu'ils se fassent éditer ici, chez eux. Ils ont ce droit-là. Oui, c'est en première position, je vais leur montrer tout juste les maisons d'édition qui se basent au Sénégal. Et non pas une maison d'édition qui se base ailleurs ou bien à l'extérieur du continent africain. Mais tout compte fait, si on arrive à
à bien se positionner ou bien à mal se positionner, on devrait au moins se rabattre sur les autres maisons d'édition qui ne sont pas en Afrique. C'est la littérature, ça marche comme ça. Des fois, il arrive même que vous déposez un manuscrit ou bien un tapuscrit, et après, au bout de 3 mois, qu'on vous dise, monsieur, on est désolé, on ne peut pas éditer votre ouvrage parce qu'il n'a pas un thème cohérent. Il arrive, ça arrive. Et malheureusement, c'est ce que aussi nos auteurs, ils sont confrontés à d'énormes problèmes, tels que l'invalidation de ces ouvrages et aussi le manque de fonds. Parce qu'une édition, il faut le dire, ça va aux alentours de... Voilà, c'est un coût. C'est à partir de 200 000, des fois c'est 150 000, des fois c'est 100 €. Des fois, il arrive même que vous payez 950 000 francs CFA s'il s'agit de Harmattan en France ou bien Harmattan en Sénégal. D'accord. Voilà. Alors, on reste sur cette question-là. Est-ce que tu ne penses pas que ces maisons d'édition-là sont des maisons d'arnaque? Parce que si pour les premiers tirages appartient à la maison d'édition, donc l'auteur il ne vit pas de sa plume. Je dis pas, comme on a l'habitude de le dire, l'art ne nourrit pas son homme. Je pense que quelqu'un qui a choisi la littérature pour se faire de l'argent, il s'est un tout petit peu trompé. Alors, la maison d'édition, c'est comme l'entreprise en fait. La maison a ses coûts, a ses subventions, a ses dépenses. Quand vous venez, par exemple, on vous dit, et quand on valide votre ouvrage en première position, on vous dit, voilà le contrat, ou bien voici les types de contrats. Et c'est à l'auteur de choisir le contrat le plus approprié. Voilà. Il arrive que vous choisissez un contrat alors que vous ne comprenez pas. C'est les risques du métier et il faut aussi assumer les responsabilités. Donc, tout compte fait, c'est à l'auteur de bien visualiser les contrats et de penser à gagner après des fonds lorsque ces ouvrages sont écoulés. Donc, en première position, il faut d'abord que l'auteur puisse regarder bien les contrats, choisir le type de contrat qui est le plus approprié pour qu'il puisse au moins gagner des revenus. Mais être un millionnaire dans ce monde littéraire, je pense que c'est donné à un peu nombre de personnes. D'accord. Alors, dites-moi à nos internautes jeunes surtout, comment ils peuvent se le procurer? Alors, je n'ai pas encore enclenché un processus de signature de contrat avec les librairies au Sénégal. Mais je pense qu'il y a 2 manières de se le procurer. D'abord, il faut envoyer, parce que je travaille avec une équipe de communication, à l'adresse mail abdoukhad2011, donc Abdou Khadr Collé 2011, tout en minuscule, @gmail.com. Le prix c'est 10 000 francs CFA et s'il s'agit aussi de la zone euro, c'est 15 €. Ou bien même se rendre sur Amazon, taper tout juste mon nom, Serigne Abdou Khad, et ou bien taper le nom de l'ouvrage, Méditation quotidienne. La livraison pour la zone euro c'est maximum 48 heures. Ou bien tout simplement appeler la version électronique. La version électronique et la version papier. Donc c'est Amazon, c'est les 2 versions en même temps. Et ou bien tout juste appeler si vous êtes au Sénégal au 77 559 54 90. D'accord. Et c'est quoi tes projets, pas seulement avec tes passions littéraires, mais tes études pour le Sénégal, pour la jeunesse? Oui, je dirais il y a 2 routes qui se dessinent. Pour le monde littéraire, peut-être continuer à publier des ouvrages, mais actuellement je suis au niveau de la promotion de ce premier livre. L'idée ne m'est pas encore venue de publier un autre, mais peut-être on pourra y travailler. Et pour le monde professionnel, continuer mes études en master 1 et pourquoi pas le doctorat. Inch'Allah. Carrapide.com te remercie Abdou Khad. Merci beaucoup, tout le plaisir pour moi. Belle route. Merci beaucoup. Pour le reste de tes projets. Merci beaucoup. Merci chers internautes, merci de nous recevoir chez vous. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Bouquinon avec un autre auteur, un autre livre, une personnalité, une célébrité. Ça dépendra de vous. À bientôt.